Bonjour Carole, nous sommes ravis de vous rencontrer dans le cadre des rencontres du Centre de ressources documentaires de l'IRTS que vous inaugurez pour la parution de votre livre intitulé De la grande exclusion au pouvoir d'agir retrouvé, le journaliseur comme sous-titre. Alors ma première question, ce sera de savoir qu'est-ce qu'un journaliseur? Bonjour Anne-Marie. Alors ce titre-là, ce sous-titre-là, il a toute une histoire en fait, hein, parce que quand pour retracer pour découvrir mon savoir expérientiel, il a fallu que je retrace mon parcours de vie des 8 dernières années. Et pour ça, il fallait que je refasse la genèse de ce parcours. Et il y a eu un moment de rupture de vie, en fait, j'ai sombré dans le mutisme, et le seul moyen de communication qu'on avait trouvé avec la psychologue était d'écrire au quotidien, dans un journal intime, ce que je vivais, ce que je ressentais. Et en fait, pour pouvoir construire et identifier les compétences que j'avais pu acquérir de ce parcours, en fait, j'ai repris tous mes cahiers, depuis le premier, depuis il y a 8 ans, en fait, que j'ai posés sur des feuilles, que j'ai tapées sur l'ordinateur, ce qui a donné environ 700 pages. Et ensuite, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait un manuscrit qui était là, mais qu'il fallait le retravailler pour qu'il puisse devenir un ouvrage publiable et que les gens, pour pouvoir communiquer ce que je voulais essayer de transmettre à travers ce parcours de vie, qui pourrait aussi servir aux autres. Me faire comprendre déjà la situation dans quel état on peut être dans un parcours de rupture aussi violente et que ça puisse servir aux autres. Et donc, ces journaux n'ont pas été seulement posés, j'ai pas seulement vidé ce qu'il y avait à l'intérieur des journaux, des journaux intimes pour le poser, mais j'ai aussi analysé tout ce que j'ai vécu, et c'est pour ça que ça s'appelle Le Journaliseur. C'est un journal qui a été analysé. Donc votre livre n'est pas un récit de vie, ce n'est pas ce que vous avez voulu faire. Pour autant, on retrouve des extraits de vos journaux intimes qui n'ont pas été retravaillés, que vous avez mis bruts dans le texte. Parce que volontairement, vous n'avez pas voulu faire un récit de vie. Exactement. Déjà, à la rédaction, j'ai passé des très mauvais moments parce qu'il a fallu du coup que moi je me reprojette dans mon passé, ce qui a été très violent, très difficile à vivre. Il s'est avéré à la fin, après plusieurs temps, que j'ai découvert qu'il avait été thérapeutique, mais d'abord douloureux. Et quand j'ai voulu retransmettre mon parcours, surtout par rapport au sujet de la participation, la pérédance, la coformation et l'analyse qu'on peut faire, le regard qu'on peut avoir sur tout ce parcours, en fait, je ne pouvais pas parler de ces sujets sans parler d'où ça partait, en fait. Voilà, donc je pars de là où ça vient pour aller vers là où ça doit aller, ou en tout cas envisager la suite. Et alors justement, dans ce passé dont vous parlez dans le premier chapitre qui s'appelle De la rue, pourriez-vous nous expliquer plus en détail comment vous avez dû passer par ce passage-là pour écrire ensuite ce livre? En fait, ce livre a pu s'écrire justement parce que j'ai eu ce passage-là, en fait. Puisque il y a eu ce passage de rue très violent, où j'ai été confrontée à des choses telles que changement de comportement, changement de langage, changement vestimentaire, d'apparence en fait, qui fait qu'il y a eu un changement identitaire pour pouvoir survivre dans cet univers qui est vraiment assez spécifique. Et du coup, si je l'avais pas mis dedans, on n'aurait pas compris la suite du livre. Est-ce que c'était ça la question? Mais en quoi on n'aurait pas pu comprendre la suite du livre? Parce que c'est après avoir vécu cette période de rupture de vie, celle-ci, on apprendra tout au long du livre, avec juste des petites brides en fait, de ma vie, qu'il y a eu d'autres ruptures qui ont aussi eu des effets sur celle que je relate de la rue. Et bien parce que c'est en fait il aura fallu que je connaisse la rue pour me protéger, un choix forcé, pour découvrir en fait une structure d'hébergement qui s'appelle La Pause et qui, elle, m'a fait découvrir la participation. Si je n'avais pas connu la rue, je n'aurais pas connu ce centre d'hébergement spécifique et cette éducatrice qui m'a emmenée vers le monde de la participation.
Pouvez-vous nous raconter la première rencontre avec votre l'éducatrice qui est à la pause et qui vous parle comme ça, qui vous parle et le déclic qui s'est passé entre vous quand elle a compris que il ne s'agissait pas de vous parler comme ça, de faire de longues phrases. Est-ce que vous pouvez nous évoquer ce... J'étais dans la première fois que j'ai franchi la porte de la pause, en fait, je ne peux pas vous relater dans les détails ce qui s'est passé, parce que j'en ai vraiment un souvenir très vague, tellement j'étais vraiment dans un état très d'épuisement et de connexion avec le monde, qui fait que j'assimilais pas du tout ce qui se passait à chaque moment, quoi. Donc la première rencontre, je ne vais pas m'en rappeler plus que ça. Je sais que c'était voilà, suite au dépôt de plainte et envoyé par une association, ça je m'en rappelle. Et ça a été très bref, et c'est Mathilde en fait qui m'a reçue en essayant de m'expliquer ce qui allait se passer, où est-ce que j'étais. Bon, ça n'a pas marché, hein. Elle avait beau parler, je ne comprenais pas en fait. Je comprenais, j'entendais ce qu'elle me disait, mais je n'arrivais pas à assimiler ce qu'elle me disait. Et comme j'avais sombré dans le mutisme, en fait, j'avais beaucoup de mal aussi moi-même à m'exprimer, hein, à cause de la mâchoire qui se bloquait, et parce que j'avais encore pas envie de parler. Et c'est à la deuxième rencontre que l'accroche s'est faite, en fait. Où là, elle s'est dit, il faut que j'arrête, il faut que je passe par enfin je suppose, il faut que je passe par une autre façon de faire. Et du coup, elle a arrêté de me raconter tout ce qu'elle était dans l'obligation en tant que travailleur social de me raconter. Et elle m'a juste dit, bah viens, si ça vous dit, on va boire un café. Et on voit ça après. Et ça, je trouve que c'est le premier enseignement de votre livre. Voilà. Une personne qui a eu une rupture brutale, telle que la vôtre, c'est prendre le temps avec la personne. Pas essayer forcément de tout de suite la mettre sur le vélo pour que ça reparte. Je dirais même plus que ça. Moi, je dirais que les personnes qui ont été un soutien pour moi, des pairs ou vraiment une béquille sur laquelle j'ai pu m'appuyer, c'était une personnalité. C'est-à-dire qu'elles ont utilisé en dehors de leur métier, en dehors de leur qualification, de leur fonction, elles ont utilisé ce qu'elles étaient comme personne, en tant que personne. Et ça peut être un risque, hein, puisqu'il y a dans la majorité des professionnels que j'ai rencontrés qui ont pris ce risque-là, en fait, sont encore dans ma vie. Parce qu'il y a justement une proximité, un lien qui se crée, parce qu'on lui laisse cette place-là. Pas tous, attention évidemment, mais donc c'est une personnalité avec une rencontre. Oui, avec un caractère, une espèce d'humilité, d'écoute de l'autre, et puis sortir du cadre professionnel aussi, je crois. Alors c'est parce que vous êtes rentré parce qu'on vous a orienté dans ce centre d'hébergement que vous découvrez la participation, cette pratique. Au début, c'était au sein de Mathilde, justement, cette fameuse éducatrice, en fait, était très imprégnée par cette pratique de la participation, d'impliquer les personnes accompagnées, en fait, dans les décisions qui sont prises pour elles. Donc ça a commencé au sein de la structure d'hébergement, dans ce qu'on appelait des groupes d'expression, en fait, qui donc sollicitaient les personnes hébergées pour partager sur les besoins qu'elles pouvaient avoir, ce qui se passait dans les logements, entre voilà, les besoins ou les envies qu'elles pouvaient avoir, ou les difficultés suite à l'hébergement. Ensuite, elle m'a fait découvrir ce qu'on appelle la commission des usagers, qui était donc à un niveau départemental. C'est-à-dire que là, on n'était plus en interne, on rencontrait plusieurs acteurs du département, hein, plusieurs autres structures, des politiques publiques, d'autres travailleurs sociaux, d'autres intervenants. Et ensuite j'ai découvert au niveau régional et au niveau national, en fait, ce qu'on appelle les conseils consultatifs pour les personnes accueillies ou accompagnées, hein, à travers le CRPA et le CNPA. Donc j'ai découvert le régional, et ensuite, quand je suis arrivée au niveau national, j'ai très vite été élue déléguée, donc représentante officielle de cette instance de participation. Et c'est à ce moment-là vraiment que je me suis retrouvée élue dans des instances. C'est tout au long de ces années-là que j'ai commencé à découvrir vraiment à quoi pouvait servir la participation. En tout cas, de bien conscientiser mes actions et d'apprendre à construire une parole beaucoup plus collective et forte.
pour pouvoir bousculer un petit peu les choix politiques dans les gouvernances de ce pays. Et ça vous a pris combien d'années, ce parcours-là, dans les instances de participation? Ça a été très long, puisque ça a commencé en 2013, et j'ai commencé à conscientiser tout ça, ça ne devait pas être avant 2016, parce que c'est tout un processus, parce que vous participez, c'est assez spécifique, parce que vous faites ce qu'on appelle de la participation des personnes dites accompagnées, ou en tout cas en situation d'exclusion sociale. Ce qui veut dire qu'en parallèle, vous n'êtes pas un citoyen lambda. En parallèle, vous avez de grosses difficultés de vie qu'il faut aussi gérer. Ce qui fait, c'est qu'on n'avance pas à la même vitesse qu'un apprenti qui est en formation ou qui est sur le terrain. Donc il y a vraiment cette partie vie personnelle qui va de toute façon imprégner, va impacter la progression de la participation. Je me suis très vite rendu compte que quand ça commence à aller un petit peu mieux dans ma vie, au niveau psychologique, au niveau environnement, au niveau comportement, reprendre contact avec les autres, fait que ça m'a aussi permis de commencer à réfléchir à mes actions et ce que je pouvais y faire et à quoi ça pouvait me servir et quelles compétences, un peu plus tard, quelles compétences j'aurais pu en avoir acquis. Alors depuis le début de notre conversation, on emploie, vous comme moi, le terme de personnes accueillies, personnes concernées, voire usagées, même si l'appellation n'est plus, n'est plus reprise, n'est plus utilisée. Comment vous vivez ces différentes appellations? Déjà, le terme usager, on avait rédigé un rapport au sein du Conseil supérieur du travail social à l'époque, qui était l'ancien Haut Conseil du travail social, en fait, un rapport en disant merci de ne plus nous appeler usagers. Parce que c'est un terme qui nous percutait. Moi, la première fois que je l'ai entendu, parce que mère de famille qui bascule dans un monde, qui a sa maison, qui gère sa vie et qui bascule dans ce monde d'exclusion sociale, en fait, on passe tout de suite de maman, citoyenne lambda, à usager. Et c'était très violent parce que la première fois que j'ai entendu, la première fois qu'on s'est adressé à moi comme ça, je me suis sentie comme un mouchoir dans lequel on s'était mouché, qu'on avait mis à la poubelle. Comme si, alors, on est usé, oui, on est usé par un parcours de vie, on est fragilisé, mais on n'est pas usagé à devoir mettre à la poubelle. On peut encore servir après tout ça. Donc ce terme-là, déjà, je n'aime absolument pas. Et personne accompagnée, personne accueillie, en situation de précarité, tout ça, ce sont des termes qui sont donnés pour identifier une communauté. Il faut avoir une étiquette dans cette société, en fait. Donc ce sont des termes. Mais si vous demandez à la personne elle-même comment elle se sent, moi, au bout de quelques années, j'ai dit, moi, je me sens en tant que citoyenne lambda, mais en situation de précarité. Et c'est ça qu'il faut entendre avant de parler de personnes accompagnées ou de personnes accueillies. Mais le fait est, c'est qu'il faut bien qu'on corresponde à une forme de cette population pour y appartenir. Donc on continue votre cheminement, votre parcours, et on arrive des instances de participation à la question de la paire et danse. Vous vous êtes investi dans cette pratique, on peut dire pratique, de paire et danse. Je pense que je l'ai plus entendu comme une notion d'abord, une notion de paire et danse, parce que en fait, paire et danse, c'est aider l'autre qui traverse une situation similaire. Quand je l'ai découvert, ça m'a très vite intriguée, en fait, et j'ai pas arrêté de faire des recherches là-dessus. Au niveau international, on se rend compte qu'en Amérique, ça existe depuis, je sais pas moi, 20 ans, qu'il y a des expérimentations, qu'il y a des études là-dessus, qu'en Belgique, il existe les experts du vécu. Et quand vous remontez un peu, c'est ce que je fais, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon bouquin, en fait, j'en parle, on en retrouve des traces déjà depuis le Moyen-Âge. Et en fait, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que ça existe depuis toujours. Tu as toujours une personne qui va aider l'autre quand il est en difficulté, en fait. Ça, c'est la paire et danse. C'est ce qu'on pratique instinctivement au quotidien, bien souvent, sur plein d'exemples, en fait. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ok, mais du coup, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Pourquoi est-ce que c'est nommé comme ça, quoi? Donc après, ce que j'ai pu découvrir aussi, c'est que je l'ai pratiqué aussi moi-même, instinctivement à la rue, puisqu'on s'entraidait entre femmes pour trouver des endroits
pour pouvoir aller dormir ou se laver en sécurité. On était dans une forme d'entraide en fait. Et oui, en effet, il y en a qui vont être un petit peu plus dans la dynamique d'aller aider l'autre, qui sont un petit peu plus, qui utilisent un petit peu plus ce savoir expérientiel pour utiliser l'autre, parce qu'il est dans la capacité de le faire. Il faut être aussi à un moment un petit peu mieux quand même, hein, parce qu'on ne peut pas aller aider l'autre si soi-même on ne se sent pas un petit peu mieux quand même. Hein. Oui, ça suppose donc, avant de pouvoir aider l'autre, d'avoir fait sur soi-même, pris suffisamment de distance par rapport à sa propre situation, et peut-être d'avoir engagé sur soi-même un travail. Alors ça c'est cet aspect-là, en fait, moi ce que j'ai pu voir, c'est quand on veut partir vers le travail pair. Mais autrement, en tant que père aidant, il n'y a pas de barème, c'est quelque chose auquel on ne doit pas y toucher, il n'y a pas de barème, il n'y a pas de mesure. Au moment où on veut, où on peut, on utilise ce qu'on a vécu pour aider l'autre. C'est quelque chose qui nous appartient, c'est quelque chose qu'on a en nous. C'est lorsqu'on veut partir, ou à un moment j'ai travaillé avec des organisations en fait, qui travaillaient sur le sujet, qui réfléchissaient en fait, pour savoir comment est-ce qu'on pouvait en faire un métier. Et c'est à ce moment-là, quand on veut rentrer dans le monde de l'emploi, du salaire, en fait, qu'il faut construire ça. Parce que si on n'arrive pas à identifier les compétences qu'on a acquises de son parcours, on ne va pas apprendre, on ne va pas savoir comment les utiliser. Et c'est ça, cette fonction-là, en fait. D'ailleurs, aujourd'hui, vous êtes coordinatrice pair, c'est bien ça? Vous pouvez nous en parler un petit peu de... Qu'est-ce que vous faites au titre de coordinatrice pair? Déjà, ce qui est important là, c'est qu'on touche à la pratique. C'est parce que je n'avais pas été jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'avais la partie théorie, j'avais entendu le terme, j'avais la partie théorie, recherche, j'avais la partie expérientielle, puisque je savais que bon, ça faisait partie de moi. Donc ça veut dire que j'avais cette facilité quand même à aller vers l'autre pour l'aider, en tout cas à un moment de ma vie, quand ça allait. Mais techniquement, il me manquait un complément, c'était en pratique. Comment ça se passe en vrai quand tu veux devenir travailleur pair en fait. Donc j'ai expérimenté en tant que salarié le métier de coordinatrice pair. Je l'ai fait il y a 4 ans, pendant 1 an. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme je l'avais pensé. J'étais confrontée à des difficultés qui n'avaient pas été identifiées dans tous les guides et toutes les recherches que j'avais faites. Donc j'ai arrêté et j'ai repris récemment, là, cette année en fait, j'ai repris ce poste-là avec un peu plus de recul et de connaissances, hein, de compétences acquises, puisque j'ai un savoir expérientiel, mais j'ai aussi le savoir pratique et théorique. Toutes ces connaissances se sont greffées dessus. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise, à rapport à un professionnel qui va peut-être plus utiliser sa partie théorie et pratique dans sa pratique professionnelle, en fait, moi je vais principalement utiliser mon savoir expérientiel, mon ressenti et ma façon de communiquer en tant que personne qui a aussi vécu la grande exclusion. Alors ceci, ça nous amène à la formation et à la co-formation. Vous êtes salarié en CDI à l'IRTS Paris-Île-de-France comme conseillère technique, pair, hein, vous insistez bien sur ce qualificatif, pair. Et donc vous êtes rentré dans la formation et pour transmettre vos savoirs, votre expérience. C'est ça. Alors, au tout début, je suis rentrée dedans. En fait, c'était vraiment pour sensibiliser, partager sur nos expériences et surtout faire comprendre que de ce qu'on pouvait apprendre dans la formation, en fait, il y avait un élément qui manquait, c'était comment on pouvait ressentir ce qu'on vivait. Comment est-ce qu'il fallait qu'on nous connaisse un petit peu mieux avant de nous aborder, de nous recevoir dans ce futur métier de travail social. Comment dire, au fur et à mesure de mes représentations, au début on y va, c'est comme un job, hein, c'est un job on emmène des plaquettes, on diffuse, on existe, on est là, on fait de la participation, mais au fur et à mesure des années, en fait, quand on avance, on se rend compte que ça suffit pas, quoi. Déjà, les étudiants sont beaucoup en demande de ça, hein, et on se rend compte qu'il manque ce savoir expérientiel. Il manque cette complémentarité dans les apprentissages en école de formation, vraiment. Mais des personnes concernées, c'est-à-dire que si on parle du sujet de quelqu'un qui est à la rue, en fait, hein, ou qui est
en demande de logement d'allo ou qui a été victime de violences, en fait, il faut travailler avec ces personnes qui l'ont vécu, qui l'ont subi, parce qu'elles vont apporter une parole, un ressenti différent pour que les étudiants qui vont arriver sur le marché du travail, en fait, soient un petit peu plus prêts à nous recevoir, pour commettre le moins d'erreurs possible. D'ailleurs, dans votre livre, vous racontez que vous vous retrouvez face à une classe où certains étudiants ils vous posent des questions, ils ont des réponses, et là vous êtes un peu effaré de ce qu'ils peuvent vous dire, enfin de ce qu'ils imaginent de la vie dans la rue. On sent ça, on sent bien souvent d'ailleurs sur toutes les interventions qu'on a fait qu'il y a vraiment une énorme marche entre ce qu'ils apprennent et la réalité. Ou alors vraiment, on avait travaillé sur une mise en situation pour la vie d'une personne à la rue en fait, et on s'est retrouvés, ils nous ont dessiné le clochard de Walt Disney en fait, qui avait presque une belle vie, qui avait trouvé des repères de vie, la partie ressentie n'était même pas dedans, il y avait des choses aberrantes qui n'étaient pas possibles, et en fait notre rôle à ce moment-là a été de leur faire comprendre qu'ils commettaient une erreur dans leur réflexion, qu'il leur manquait vraiment des informations. Mais ce qui est terrible aussi, c'est que ça peut être violent pour eux. Ça peut être violent parce que la rencontre avec nous, elle se fait tellement concrètement en fait, hein, que ça leur fait tomber tout ce qu'ils avaient pu. Ça les oblige à déconstruire une partie de ce qu'on leur a enseigné tout au long de ces années, quoi. Et quand on intervient, par exemple, en troisième année, c'est beaucoup trop tard. Alors malheureusement, notre entretien va devoir se terminer. Qu'est-ce que vous aimeriez dire en conclusion? Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose, une chose qu'on n'aurait pas pu aborder? Ce livre, il est important parce que j'aimerais vraiment qu'il puisse vivre. J'aimerais qu'on puisse comprendre dans quel état on peut être quand on traverse j'allais dire une aventure, mais c'est pas romantique, un passage de vie comme le mien, et comme nous sommes des centaines et des milliers à vivre tous les jours en fait. Et il faut qu'il serve dans l'enseignement, cet ouvrage. Alors, c'est pas une question d'être vaniteux, mais c'est vraiment une question de manque de connaissances là-dessus. Moi, quand je l'ai rédigé, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je retransmette la réalité. La réalité avec mes mots. Alors, on m'a dit, souvent de fois, on m'a dit, t'as une chance, t'as une malchance, c'est que tu sais analyser et verbaliser ce que tu vis. Et parfois, ça peut être très très compliqué, parce que justement, on pense trop et on comprend trop. Mais, et c'est ça que j'ai essayé de mettre dans cet ouvrage-là, en fait. C'est de verbaliser d'un point de vue ressenti, ce qui peut manquer, en fait, à des connaissances pour faire avancer ça. Il faut absolument que ça change. Il faut arrêter de reproduire perpétuellement la même société. Et quand on forme sur ces sujets-là, ce livre doit être pour tout le monde. J'espère que j'aurai réussi à le faire. Il est aussi bien pour des cadres, pour des travailleurs sociaux, que pour des personnes accompagnées elles-mêmes. Qu'elles puissent voir dedans qu'il y a un espoir, qu'il y a des possibilités, et qu'elles peuvent aussi, elles, s'en servir. Carole Le Floch, je vous remercie beaucoup. Et puis, on attend un prochain livre. Au revoir, Carole. Au revoir.